Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités, Germain Pouli, Louis Kamako et Samir Ourosama pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons de la CEDEAO et du retrait de l'AES. L'Union africaine engage les leaders régionaux au dialogue. L'annonce du retrait des pays de l'AES, Mali, Burkina, Niger, de l'organisation sous-régionale ouest-africaine, CEDEAO, a suscité beaucoup de réactions, tant au niveau des autres organisations, dont l'Union africaine. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a sorti un communiqué ce mardi dans lequel il regrette, il dit regretter l'annonce de ce départ-là et appelle plutôt les leaders régionaux à intensifier le dialogue avec les trois pays afin que le caractère unique ou bien le caractère irremplaçable de cette CEDEAO soit maintenu, peut-être pour que les deux parties parviennent à un dialogue et au finish à un accord pour préserver l'unicité de la CEDEAO. En tout cas, c'est son appel lancé ce mardi à l'endroit des leaders régionaux. La CEDEAO, une nouvelle fois appelée à intensifier les discussions avec les pays déserteurs, je pourrais dire, de l'AES, Samir. Non, moi je pense que c'est dans son rôle. L'Union africaine, comme on le dit, c'est l'organisation de l'unité africaine. Il est important que, quelles que soient nos différences, quels que soient nos différends, quels que soient les problèmes auxquels nous sommes confrontés, que nous puissions discuter, nous puissions dialoguer pour trouver un compromis, pour trouver donc des terrains d'entente, pour que l'union dans laquelle nous sommes puisse évoluer véritablement pour le bonheur des peuples africains. Maintenant, qu'à cela n'en tienne, vous savez, je veux qu'on mette de côté la passion, les sentiments, parce que la procédure même déclenchée par les militaires sont viciés. C'est-à-dire que c'est deux comportements de militaires, ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir signé un traité qui institue la CEDEAO, parce que, vous savez, dans l'ordonnancement juridique interne de chaque pays, la procédure pour pouvoir non seulement adhérer à une organisation, la procédure pour pouvoir se désengager d'un certain nombre de responsabilités, vous avez d'un certain nombre d'organisations, elle est décrite, elle est nette, claire. Il n'y a pas d'ambiguïté aucune par rapport à cela. C'est-à-dire que vous vous levez un beau matin, vous pondez un communiqué et vous sortez à la télévision, vous dites que la décision, elle est d'application immédiate. Mais c'est écœurant, c'est vraiment inquiétant. Je ne sais pas quel adjectif utiliser pour qualifier cette, comment l'appelle-t-il, ce comportement de militaires. Alors, parce que ces militaires aussi disent que la CEDEAO, en prenant ces sanctions, a elle-même violé ces tests. Si tout le monde viole les tests, autant les violer également et sortir des... Je vais vous donner deux ou trois aspects. C'est-à-dire que dans ce cas de figure, si les militaires qui sont à la tête de ces pays-là, qui ne sont même pas légitimes, qui ne jouent pas d'une certaine légitimité pour parler même de l'égalité, parce que vous prenez une situation comme ça, normalement, ils devraient faire semblant, parce qu'ils sont entourés de grands experts et tout ça là. Ils devront faire semblant, envoyer un test à l'Assemblée nationale, que l'Assemblée nationale puisse examiner le test et qu'ils puissent adopter, comment l'appelle-t-on, le retrait donc de leur pays par rapport à la CEDEAO et envoyer donc ce document-là donc à la CEDEAO. Là, on comprendrait que la procédure est respectée parce que l'Assemblée nationale, l'émanation du peuple, c'est la représentation populaire. Donc, toutes les décisions qui sont prises par l'Assemblée nationale ont le cutus légitime, entre le cutus populaire. Donc, c'est le peuple en miniature, l'Assemblée nationale, qui prend ces décisions-là. Et donc, s'il respectait ces décisions-là et que le document est envoyé à la CEDEAO, on comprendrait véritablement. Donc, sur le premier aspect, non, je vais en venir. Sur le premier aspect, la procédure, elle est viciée. Deuxième aspect, si vous permettez, quand vous prenez les différents instants de la CEDEAO, quoi que les gens peuvent dire. Aujourd'hui, quand vous pensez qu'une décision est prise, qu'elle viole les tests, nous avons des mécanismes pour pouvoir contester un certain nombre de décisions qui sont prises par les instances. Je vous rappelle je vous donne un exemple. Également des recours, on dit qu'ils ne sont pas légitimes d'ailleurs pour introduire. Donc ça veut dire que les conditions de forme, c'est comme ça, si la CEDEAO ne veut pas vous écouter, vous faites comment, monsieur? Les conditions de forme ne sont pas respectées. Donc la juridiction n'est pas donc habilitée donc à pouvoir se prononcer
prononcer dans le fond par rapport à ce cas, troisième aspect. Non, attendez que je termine. Attendez que je termine. Troisième aspect, pour que vous compreniez l'ambiguïté de la réaction de ces militaires. Vous savez que le Mali a adopté une nouvelle constitution. Est-ce que vous êtes au courant? Oui. Et dans ces conditions, vous savez ce qui est écrit? Que les coups d'État sont proscrits. Que les coups d'État sont proscrits. C'est-à-dire que ceux qui sont venus au pouvoir à travers le coup d'État entament un processus d'adoption d'une nouvelle constitution. Et dans ces conditions, ils prennent cette peine-là de dire que le coup d'État est proscrit. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, le coup d'État qu'ils ont perpétré, quels que soient les justificatifs qu'ils peuvent apporter à cela, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils sont illégitimes. En réalité, ils doivent être poursuivis. Donc, quand vous êtes dans cette situation où la CEDEAO a démontré une certaine volonté en mettant en place une commission de chefs d'État, notamment avec la participation du chef de l'État, Faure Gnassingbé, et d'autres pays comme la Sierra Leone, de pouvoir entamer un dialogue pour qu'on trouve un compromis pour sortir de cette crise-là. Bien sûr, pour sortir de cette crise-là. Et on est dans cette démarche-là. On a à peine démarré ces démarches-là, et dans la foulée, vous sortez, vous dites cela. Est-ce que vous contribuez à la cohésion de l'organisation sur le régional? En réalité, oui, en réalité, ce que moi je voudrais dire, quand vous prenez les différentes organisations internationales, comme l'Union européenne et tout ça, il y a des clans dans ces organisations. Il y a des gens qui sont contre, il y a des gens qui ne sont pas contre. Qu'est-ce que vous faites? Mais même là, si vous n'êtes pas contre, la commission qui parle. Véritablement, mais par le passé, vous avez oublié que ces gens-là, ces militaires ont accusé l'Union africaine d'être inféodé aux puissances occidentales. C'est-à-dire qu'ils n'accordent pas une certaine importance à cette institution. C'est nous qui mais c'est ce que je dis. En réalité, quitter la CEDEAO ne constitue pas une solution durable à ce problème-là. Si je vous ai compris, mais jusque-là, vous n'avez pas répondu à ma question. L'Union africaine demande aux leaders régionaux d'intensifier le dialogue pour parvenir à un accord. Pourra-t-on parvenir à un accord? L'Union européenne, l'Union africaine n'a pas demandé cela parce que la CEDEAO est déjà inscrite dans ces démarches. Même les pays individuellement comme le nôtre est inscrit également dans ces démarches-là. Et l'idéal pour nous, c'est qu'on puisse conserver la cohésion de notre organisation sur-régionale, même au sein de notre organisation. On peut avoir des différences, mais cela ne nous empêche pas de marcher sur la même voie. Merci beaucoup à vous, Samir. Mais pour la Constitution, je rappelle que c'est une Constitution qui vient d'être adoptée. Elle a été adoptée en 2023 et donc elle n'aura d'effet qu'à partir de 2023. Je suis tout à fait d'accord, mais ça veut dire... Non, je n'ai pas dit ça, mais ça veut dire qu'en réalité, eux-mêmes, ils savent que ce qu'ils ont fait n'est pas bon. L'argument que vous aviez donné, ils savent qu'eux-mêmes n'est pas bon. Ah oui, justement, il explique par une situation. On ne va pas refaire ce débat. Non. Et je ne suis pas là non plus pour faire le débat à votre place. Germain Pouli, Moussa Faki Mohamed, le président de la Commission de l'Union africaine, demande que les leaders régionaux intensifient le dialogue avec ces 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel qui viennent d'annoncer leur départ pur et simple de la CEDEAO. Oui, je crois que l'Union africaine prend ses responsabilités parce que l'Union africaine elle-même formait des communautés régionales, dont la CEDEAO, qui est l'une des communautés les mieux intégrées de toutes ces communautés qui forment l'Union africaine. Et si ces 3 pays-là quittent la CEDEAO, sur le plan territorial, côté superficie, c'est la moitié de la CEDEAO qui part. Avec ces 3 pays, et donc l'Union africaine ne peut pas rester bras croisés parce que ça aura des impacts sur les activités de l'Union africaine, tout en sachant que généralement les mêmes sanctions prises par la CEDEAO sont automatiquement reconduites par l'Union africaine. Par exemple, l'exclusion de ces pays aux travaux de la communauté, vous verrez qu'au niveau de l'Union africaine, ces pays ne sont pas représentés. Mais malheureusement, en face de cela, on a vu que récemment, donc en septembre 2023, aux Nations Unies, la plupart de ces pays-là ont eu droit à la parole. Ce que nous, on n'a pas su faire ici. Donc ça a été un point qui n'a pas arrangé la politique de l'Union africaine de la CEDEAO, et surtout que ce pays-là aujourd'hui pense que nos institutions, notamment au niveau de la CEDEAO, sont inféodées à certaines puissances. Et elle ne le cache pas, elle présente la France comme, par exemple, étant un pays qui influence sérieusement la CEDEAO. Et donc, de l'autre côté, on se dit aussi que ces 3 pays-là, s'ils sont capables aujourd'hui de défier la CEDEAO, c'est que derrière aussi, ils ont une puissance
qui est derrière eux, qui est la Russie. Et donc, chacun fort de ses appuis. Et donc, aujourd'hui, c'est la situation qui est créée met en mal la cohésion de la CEDEAO et l'Union africaine aussi pourrait être touchée par ce qui est en train de se passer, d'où la nécessité de demander aux dirigeants des pays de la CEDEAO de tout faire pour nouer, renforcer le dialogue pour régler cette crise-là. Et c'est vrai qu'il y a que par le dialogue qu'on peut régler cela, tout simplement parce que dès le départ, la CEDEAO a commis l'erreur aussi de rompre le dialogue. Au moment où certains présidents, comme le chef de l'État togolais, demandaient qu'on dialogue avec ces régimes-là, la CEDEAO estimait qu'il fallait mettre beaucoup plus en avant les sanctions, dont certaines même ont été jugées illégales, comme dans le cas du Mali où la CEDEAO a utilisé l'UEMOA pour corser l'addition au niveau des sanctions. Et au fur du temps, ces pays-là ont eu le temps aussi de s'organiser, de diversifier leurs partenariats. Et aujourd'hui, ils ont mis en place cette alliance des États du Sahel qui prend contact avec d'autres partenaires et qui pensent qu'ils peuvent valablement vivre en dehors de la CEDEAO, surtout qui se disent que cette CEDEAO n'est plus apte qu'à infliger des sanctions et n'est pas très encline à aider ces pays-là à régler ces problèmes, surtout sécuritaires. Là, je pense aussi que ça a été stratégique parce qu'en face, il y a des militaires et c'est des militaires qui ont utilisé un combat qu'ils connaissent bien et donc ils ont mis la barre haute. Aujourd'hui, ils mettent en difficulté la CEDEAO qui est obligée de revoir totalement sa copie parce que vraisemblablement ce pays-là a envie de tester une autre aventure, même si plusieurs observateurs ne promettent pas qu'il y aura une bonne issue. Là, nous sommes en face des militaires très décidés donc à faire les choses autrement et il faut que la CEDEAO s'adapte à ce nouveau contexte-là au risque de perdre sa moitié sur le plan du territoire et sur le plan des populations. Et je pense que la sortie de l'Union africaine vient probablement renforcer le dialogue qui est en train d'être mené parfois sans trop de bruit déjà, parce que je pense qu'on en parlera. Il y a plusieurs missions déjà. Oui, et ces missions ont-elles des chances d'aboutir quand on voit le ton avec lequel ce communiqué est annoncé, ou quand on voit la logique dans laquelle ces États sont? Est-ce qu'il y a des chances que le dialogue puisse aboutir? Oui, il y a des chances que ce dialogue puisse aboutir. Je pense que l'AES va toujours exister parce qu'il y a des objectifs pour lesquels cette alliance a été créée. Mais la CEDEAO, c'est autre chose aussi. Et je pense que c'est l'un des héritages. Je le disais tantôt, c'est l'une des organisations régionales les mieux intégrées dans l'espace africain. Et je crois que même ceux qui disent qu'ils sortent aujourd'hui, ils perdraient quelque chose en quittant la CEDEAO, ça c'est certain. Et donc ce dialogue-là, à mon sens, a des chances d'aboutir, surtout que la CEDEAO ne pourra confirmer la sortie ou le départ définitif de ces trois pays qu'au bout d'un an. Donc je crois qu'il y a tout le temps pour que chacun retouche un peu sa copie. Moi je suis optimiste, je pense que le Mali, le Niger et le Burkina ont intérêt à rester au sein de la CEDEAO. La CEDEAO a énormément intérêt aussi à avoir ces trois grands pays dans cette communauté. Et si le dialogue est bien nourri et que chacun reconnaît ses erreurs et chacun aspire ou met en avant l'intérêt commun, et que si la CEDEAO aussi fait l'effort de laisser entrevoir ces pressions étrangères sur ces décisions, parce que là, les Maliens, ils s'appuient énormément là-dessus, c'est qu'ils ont comme l'impression, ils le réaffirment d'ailleurs, que toutes ces décisions sont insufflées donc d'un côté, donc il faut que la CEDEAO revoie sa copie, mais je pense qu'il y a assez de chances pour que ce problème soit réglé, surtout qu'on a un an pour consacrer
le départ définitif de ces 3 pays de la CEDEAO. Alors, Louis Moussa Faki Mahamat appelle à intensifier le dialogue avec le Burkina, le Mali et le Niger, de l'autre côté la CEDEAO. Oui, mais malheureusement, dans cette situation, je trouve que l'Union africaine s'est déjà tiré une balle dans le pied. Parce que ce que dénoncent aujourd'hui ces détroits-là qui forment l'AE, c'est l'acharnement en fait des institutions africaines contre eux au départ. Quand vous prenez les sanctions qui ont été prises par la CEDEAO, qui ont été confirmées, réitérées par l'Union européenne, je pense que c'est des choses, pas l'Union africaine en fait, c'est des choses en réalité qui aujourd'hui ont exacerbé en fait ces militaires-là, qui ont dans un premier temps pris cette solution-là que je trouve conjoncturelle, c'est-à-dire que la formation d'Alliance des États du Sahel, qui à mon avis est une solution conjoncturelle, et après tout, ils ont décidé justement de se retirer en fait de la CEDEAO parce qu'après tout, elles n'ont plus droit à la parole, en fait, elles ne participent plus aux instances de l'institution. Donc, elles n'y est désormais que pour la forme. Donc, à un moment donné, il faut se retirer complètement pour aller faire ce qu'il y a lieu de faire. Et donc, je trouve que sur le sujet en soi, c'est-à-dire que engager des leaders régionaux pour un dialogue, je me demande aujourd'hui au sein de la CEDEAO, qui est ce président-là qui a même en fait d'aller parler à ces militaires-là, quand eux-mêmes déjà au début de la crise se sont montrés très patients. En fait, c'est-à-dire personne ne s'est montré impartial. Si ce n'est que bon, en fait, c'est pas pour louer qui que ce soit, mais le président togolais qui depuis le déclenchement de cette crise-là, cherchait des voies et moyens justement pour parler avec ces militaires qui sont au pouvoir. Il est le seul et il reste le seul jusque-là à être attentif en fait à ces militaires. À part lui, quand vous prenez par exemple un président béninois, Patrice Talon, qui voulait permettre en fait à la CEDEAO d'intervenir militairement au Niger, vous prenez le président... Patrice Talon qui a entre-temps changé de position. Non mais toujours encore que... Oui, mais encore faudrait-il que ces militaires-là le prennent au sérieux. Parce que c'est pas juste une déclaration faite comme ça pour peut-être endormir les gens. Parce que jusque-là, le problème aussi c'est quoi? Voilà, j'ai dit que jusque-là, la CEDEAO n'a pas communiqué sur son plan ou bien, je sais pas, son ambition peut-être d'intervenir dans un pays comme le Niger. Parce qu'après tout, le Mali et le Burkina Faso, eux, ils continuent par sortir la tête du lot malgré les sanctions. Maintenant, la question épineuse sur la table maintenant, c'est l'intervention militaire au Niger et le rétablissement de Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Est-ce que la CEDEAO reste toujours dans cette logique-là? Personne ne sait. Donc, à un moment donné, il faut justement prendre ses marques. Et je pense que c'est ce que ces pays-là ont fait. Maintenant, avec qui ils vont discuter, je ne sais pas, peut-être avec le président Alassane Ouattara, je ne sais pas. Mais quand vous voyez très bien, on a suivi ici de près que le président ivoirien était même prêt à déployer ses troupes. Il était même prêt à aider financièrement et techniquement en fait l'équipe ou bien les forces en attente de la CEDEAO pour intervenir militairement au Niger. C'est des choses en réalité qui ont exacerbé. Aujourd'hui, avec le recul, on ne pourra pas comprendre qu'ils étaient sous une certaine pression. Ils se disent ça risque de leur arriver aussi. Et donc ils étaient dans une logique de mettre fin. Mais avec le temps, ils ont compris que c'est quelque chose qu'on pouvait gérer. Et maintenant, vous allez voir qu'ils ne tiennent plus ce discours aussi. Mais maintenant, il faut rendre les choses officielles parce que au début, ça a été officialisé. Un communiqué a été sorti. Et on a vu les plans d'intervention étaient peut-être distillés sur certains réseaux sociaux. Et après tout, on s'est arrêté. Maintenant, après, ça dit que quand vous lancez la vague, il faut être prêt à assumer les conséquences. Aujourd'hui, on en est là. Et donc, je pense que aller peut-être parler aux militaires au pouvoir, ils sont dans la logique de dialoguer. La preuve, ils dialoguent avec ceux qui veulent dialoguer. Ils dialoguent avec ceux qui sont en train de les comprendre à peu près. J'ai cité tout à l'heure ce que fait le président togolais dans cette affaire-là, dans ce dossier. Et donc, aujourd'hui, on demande d'aller discuter. Ils vont discuter si la CEDEAO mettait justement de l'eau dans son vin. Mais moi, je vous dis ici que je ne vois pas ces pays-là en fait quitter la CEDEAO pour revenir après. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause puis on revient juste après pour la dernière partie de cette émission.